Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'auditorium Michel Laclotte du Musée du Louvre. Je suis Marguerite Leroy, conseillère en charge des discours et de la coordination de la programmation scientifique au sein du cabinet de la présidente directrice du musée. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour la conférence de présentation de l'exposition Jacques-Louis David. Elle s'est ouverte à la mi-octobre dans les espaces du Hall Napoléon et sera visible jusqu'au 26 janvier prochain. Nous accueillons donc ce soir Sébastien Allard, directeur du département des peintures du Musée du Louvre, et Côme Fabre, conservateur au département des peintures. Ils ont été les commissaires de cette très belle exposition avec l'appui d'Aude Gobet, chef du service études et documentation du département. Avant de leur céder la parole, je tiens à signaler que le 19 novembre prochain aura lieu ici, à l'auditorium Michel Laclotte à 19 h, une table ronde réunissant Mehdi Korchan, Jean-Clément Martin et Sébastien Allard. Ils échangeront autour de Jacques-Louis David et sa trajectoire artistique en tâchant de la lier au bouleversement politique de la période. Je veux remercier enfin très sincèrement la direction de l'auditorium et des spectacles, en particulier Luc Bougnol-Lafont, Valentine Gay et Émilie Declercq. Je vous remercie, vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir. Donc, nous allons vous présenter ce soir l'exposition Jacques-Louis David, consacrée à ce grand artiste intimement lié à l'histoire du Louvre. Alors, tout d'abord, cette exposition, rappelez qu'une exposition, c'est un travail collectif. Bien sûr, il repose sur la structure ou la problématique qui a été donnée par le ou les commissaires, mais la réalisation elle-même de l'exposition est un travail collectif, donc de Côme Fabre et moi-même, assisté d'Aude Gobet, la chef donc, du service d'études et de documentation du département des peintures, et puis la scénographie que vous avez peut-être vue et sur laquelle nous allons revenir et dont vous verrez des images de préparation et que nous commenterons dans l'exposition est due à Juan Felipe Alarcón, architecte au musée du Louvre, et nous avons demandé à Philippe Appelois, célèbre graphiste parisien, de réaliser l'identité visuelle et graphique de l'exposition avec cette affiche que vous avez probablement vue à Paris ou dans l'exposition elle-même, et puis ce titre David avec ces lettres qui tombent. Je vous dis juste deux mots sur la façon dont il a conçu ce titre logo en quelque sorte. Vous pourrez retrouver toutes les explications dans le numéro de la revue du Louvre Grande Galerie. Nous sommes partis de la police de caractère d'Ido, qui était la police de caractère des documents officiels de la Révolution, puis dans une autre forme des documents officiels de l'Empire, et Philippe Appelois a modernisé, travaillé, ouvert cette police de caractère et l'a traité de façon verticale. Pourquoi de façon verticale ? Parce qu'il y avait dans l'idée, et nous allons y revenir dans quelques instants, d'être en symbiose avec la carrière même de David, qui est faite, je dirais, de haut et de bas, de moments où il est au plus haut de son pouvoir, de son influence, et d'autres moments où il tombe et il lui faut remonter. Donc il y avait l'idée, dans cette chute de lettres, d'évoquer le caractère dynamique, en quelque sorte, de sa carrière. Je voudrais aussi signaler nommer notre chargée d'exposition, Mathilde Fournier, au service des expositions. On peut donc maintenant commencer la présentation de l'exposition en elle-même et du propos que nous tenons à développer dans l'exposition et dans le catalogue. Pourquoi faire une exposition David après la grande rétrospective de 1989 ? Alors pourquoi ? Parce que nous sommes bien des décennies plus tard, que nous bénéficions de l'apport philologique qui a été celui en particulier d'Antoine Schnapper
dans cette exposition de 1989, mais aussi des nombreuses publications qui se sont succédées depuis 1989, en particulier, je pense en particulier aux travaux de Philippe Borde ou de Thomas Crow. Aujourd'hui, il nous semblait, pour trois grandes raisons, important de reprendre ce que, dans le catalogue, j'ai appelé le cas David, parce que David est réellement un cas pour trois grandes raisons. Première raison, c'est que les œuvres de David sont parmi les plus célèbres, vous les avez tous vues dans les manuels scolaires, dans le Lagarde des Michards, si ça existe encore, dans certains ouvrages de philosophie. Donc on a eu pendant très longtemps intuitivement tendance à oublier le peintre au profit de celui qui aurait fait des images, le grand imagier, si je puis dire, de la Révolution et de l'Empire. Donc, premier aspect qui nous a porté dans cette exposition, c'est de rappeler que David est un immense peintre qui a marqué ses contemporains et marqué l'histoire de l'art. On va y revenir. Ça s'est fait dans l'exposition en, évidemment, réunissant ses œuvres, en les accrochant aussi beaucoup plus bas, de façon à ce que l'on soit immergé dans la peinture, et aussi à l'occasion de restaurations très importantes, donc comme va vous toucher de mots tout à l'heure. D'autre part, David est non seulement un artiste très important, mais a été aussi un homme politique très important aussi, à un moment qui constitue encore aujourd'hui le fondement de ce que nous pouvons vivre d'un point de vue politique, d'un point de vue même social, économique, c'est-à-dire la Révolution française. David est, à partir des années 1792, se rapproche de Robespierre, on va y revenir, et a un rôle tout à fait déterminant dans cette année 1793-1794, qu'on a qualifié par la suite, à partir du Directoire, de terreur. Donc c'est un artiste qui est peut-être ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, d'un terme anachronique, un des premiers artistes engagés. Et étant donné les difficultés d'interprétation de cette période 1793-1794, sur laquelle sont revenus depuis 1989 les historiens, vous le verrez si vous venez la semaine prochaine avec Jean-Clément Martin, eh bien, on a eu tendance, dans les analyses qu'on a pu faire, à séparer l'homme de l'œuvre pour sauver le père de l'école française, tout en critiquant l'enragé de la terreur, si je puis dire, ou au contraire, pour célébrer son action politique à un moment où son art était peut-être un petit peu passé de mode. Et puis, troisième élément qui revient sur ce qu'on avait dit, ce que j'ai dit tout au début, c'est la question de l'œuvre et de l'image, de l'œuvre et de sa reproduction, car David, pour lui, le texte qui est écrit à l'entrée de l'exposition, peindre c'est agir, c'est-à-dire que l'objectif de la peinture, la fin ultime de la peinture n'est pas le beau proprement dit, mais l'impact de cette peinture pour changer le monde. Il se trouve à une période de fondation, et comment, par son art, il peut lui-même arriver à agir sur la société de son temps. Donc c'est la raison aussi pour laquelle, et donc à l'entrée de l'exposition, d'emblée, le spectateur est confronté au nom David et à deux images du tableau, disons, crucial de sa carrière et de ce moment charnière des années 1793-1794, Marat. Si vous avez vu l'exposition, vous êtes confronté à ces deux images, mais aucune de ces deux images sont des répliques, aucune n'est le Marat qui est aujourd'hui conservé à Bruxelles et sur lequel nous allons revenir. Donc le parti pris de l'exposition, je vais laisser la parole à Comfab, le parti pris de l'exposition est chronologique parce que David est aussi un artiste qui a pâti du fait qu'il a vécu longtemps dans cette période très mouvementée, très riche en événements. Il naît sous l'Ancien Régime en 1748, il connaît les premières années de la Révolution, les années 1793-94, le Directoire, le Consulat, il met ses pinceaux au service de Bonaparte, puis au service de Napoléon, et meurt en exil. Il est exilé au retour des Bourbons sur le trône en 1815, il est exilé en 1816, et il meurt à Bruxelles. Et d'un point de vue académique, on est entre différentes périodes
Ancien Régime, Révolution, etc. Et donc sa carrière a aussi on a eu tendance à saucissonner, je dirais, sa carrière en fonction de ces moments ou de ces moments historiques, et on a perdu un certain nombre de ces continuités, et ce sont ces continuités qu'on essaye de mettre au jour dans l'exposition, donc qui suit ce fil chronologique. On a été volontairement très succinct et rapide sur les années de formation, parce qu'il s'agissait pour nous d'aller droit à ce moment et cette étape cruciale et de construction aussi de la personnalité de David, qui a été le Grand Prix de peinture, auquel il a une épreuve extrêmement ardue. Il n'y a qu'un seul lauréat par an. Il a échoué à 4 reprises avant d'emporter le morceau. Et d'emblée, on voulait, par l'évocation de ce concours, rappeler l'obstination, la détermination de David, mais en même temps servi par un réseau de relations et de familles qui a tout mis en œuvre pour l'aider à accéder à ce titre de Grand Prix de peinture. Il faut rappeler que David, même s'il est orphelin de père très jeune, dès l'âge de 9 ans, a bénéficié de l'important réseau de sa famille maternelle, qui compte beaucoup d'architectes, de maîtres maçons, des gens extrêmement cultivés, riches et disposant de relais d'influence importants. Il bénéficie d'un lointain cousinage avec le premier peintre du roi, François Boucher, et également du parrainage, on pourrait dire, du poète Sedaine, qui, en qualité de secrétaire de l'Académie d'architecture, bénéficie d'un logement de fonction au Louvre. Et donc David est déjà dans les murs du Louvre, avant même de pouvoir prétendre à un appartement pour lui-même, dès lors qu'il sera agréé à l'Académie royale. Et donc, d'emblée, il choisit non pas la voie de l'architecture, qui aurait peut-être été celle à laquelle il aurait été naturellement destiné, mais celle de la peinture. Et d'emblée aussi, il veut être le peintre du plus haut niveau d'exigence qui puisse exister, c'est-à-dire peintre d'histoire et peintre du roi. Donc le concours du Grand Prix de peinture est incontournable dans cette voie d'excellence dans laquelle il veut s'illustrer. Et donc on l'évoque à travers 2 tableaux qui évoquent donc 2 épreuves finales. Et vous voyez qu'entre l'épreuve de 1773 à gauche et puis celle finalement par laquelle il va emporter le morceau en 1974, on voit comment David a fait un travail sur lui-même, a dû finalement assagir un tempérament naturel qui le portait plutôt vers des compositions très animées, très théâtrales, presque gesticulantes, comme vous voyez ici à gauche avec la mort de Sénèque, qui est peut-être à notre goût presque plus intéressant que celle de droite, le Antiochus et Stratonis, mais il a compris qu'il fallait rentrer dans le moule, il fallait s'adapter aux exigences, aux préférences d'un jury, donc répondre à des contraintes qu'il ne maîtrise pas lui-même. Et c'est en ayant une proposition plus sévère, plus sage aussi, plus douce que donc il peut enfin obtenir le Grand Prix et partir à Rome. Donc David est un artiste qui va suivre parfaitement le cursus honorum classique. Ce qu'on essaye de montrer aussi dans l'exposition d'un point de vue, si vous voulez, méthodologique, c'est de remettre ensemble, je dirais, l'homme et l'œuvre, en tout cas la biographie de l'artiste avec la biographie des œuvres, et d'entretisser les deux. De ne pas être dans une vision psychologisante, si vous voulez, de la biographie de l'artiste, mais en quoi, finalement, les tensions par lesquelles il est traversé explique une partie de sa peinture et vice-versa. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que sa carrière commence par une tentative de suicide, à un moment où il ne s'est pas tranché les veines, mais il a arrêté de s'alimenter, à un moment où il n'arrivait pas à trouver ce qu'il recherche et qui est une forme d'originalité. Donc dans la première section de l'exposition, nous avons réuni toutes les grandes étapes
qui lui permettent d'arriver jusqu'à, non seulement de gravir les échelons du cursus honorum, le morceau d'agrément avec Andromaque, avec Bélisaire, le morceau de réception avec Andromaque qui lui permet d'être nommé académicien. Ce qu'on voit d'emblée dans ces différents tableaux, c'est que David, à ce moment-là, accumule de l'expérience à partir des sources qu'il travaille. Le tableau de Bélisaire est un tableau qui est très marqué par l'exemple de Poussin, matiné d'une expérience qu'il a eue et qui a été assez fondatrice pour lui, la découverte d'une peinture caravagesque, parce qu'à un certain moment de sa formation, sa première formation romaine, quand il est à l'Académie de France, il est assez malheureux, il n'arrive pas à l'excellence qui était attendue de lui d'une certaine manière, d'autres le devançaient, et il n'arrivait pas à trouver ce qui faisait son originalité. Donc il a suivi un certain nombre de préceptes, tous les exercices académiques, et il est là de nouveau confronté à une énorme crise, où, pour essayer de le faire sortir de cette crise, on l'envoie à Naples, où il a un premier contact très important avec l'antique et avec la vie quotidienne antique, mais aussi avec la peinture caravagesque, en particulier de Ribera. Et au retour de Naples, il dit « alors j'ai compris, il faut que je recommence tout à zéro ». Et dans ce « je recommence tout à zéro », c'est une phrase qui va revenir relativement régulièrement dans sa carrière, faite de hauts et de bas, comme je l'expliquais précédemment. Qu'est-ce que c'est que cette découverte du caravagisme ? C'est en réalité la découverte d'une forme de réalisme, et on va voir dans toute la carrière de David, et Delacroix l'exprime parfaitement plus tard, que David est ce mélange de réalisme et d'idéal. L'idéal, c'est d'une certaine manière le projet, la vision, la vision, oui, proprement dite, qui peut être une vision artistique et politique, et le réalisme, c'est la confrontation avec l'histoire proprement dite. Le tableau qui le fait connaître et qui remporte un premier grand succès, c'est le tableau que vous voyez à gauche, Saint-Roch intercédant au profit des pestiférés, tableau dans une veine qui mêle l'expérience caravagesque qu'il a pu faire à Naples, Guerchin, Battoni dans La Vierge, donc il mêle, on voit qu'il articule, d'ailleurs ce tableau est un peu comme un collage, il articule ces différentes sources. Puis Bélisaire, c'est l'expérience caravagesque à la sauce poussinienne, si je puis dire, et puis ensuite avec Andromaque, en quelque sorte, il essaye de passer, si vous voulez, l'expérience poussinienne à l'aune de ce qu'il a pu travailler, connaître du travail de Greuze, c'est-à-dire la sensibilité. En quelque sorte, on a dans ce dernier tableau un Poussin sensible et un Greuze noble, et il reprend la question là où Greuze avait échoué avec son morceau de réception, dans cette idée de faire une peinture d'histoire moderne qui mêle le sentiment et l'idéal. Ce qu'on peut voir aussi, c'est un thème sur lequel on reviendra, c'est qu'au moins au centre du sujet, au centre de son morceau d'agrément et comme sujet principal de son morceau de réception, on a une figure féminine, la femme qui fait l'aumône et la douleur d'Andromaque, d'une part, et d'autre part, on a deux grands thématiques qui sont ici traitées. Du côté de Bélisaire, c'est la question de la pitié, et du côté d'Andromaque, centre de la composition, la question de la douleur. Et posée aussi avec Andromaque, une première question qu'on va revoir, qui est la question du héros. Ici, on voit bien que le centre de la composition, ce n'est pas le héros dans sa mort héroïque, ce n'est même pas les hommages funèbres qu'on rend aux héros, qui ont déjà été
rendus. Vous verrez que sur le sol, il y a les restes des hommages qui ont été rendus, mais la douleur d'Andromaque seule, que l'héroïsme de son mari, de son époux, dans ce combat qu'elle n'a pas réussi à empêcher, ne console pas. Voilà, quelques beaux détails, la présence effectivement tout le temps des enfants, et puis le tableau où il trouve sa propre voix après avoir intensifié toutes ces références, qui est le tableau qui va le rendre célèbre dans l'Europe entière, le Serment des Horaces. Serment des Horaces, qui est donc la première commande royale que David avait reçue, déjà donc dès 1781, après le succès de Bélisaire au Salon, et l'agrément remporté par David grâce à ce tableau. Dès lors qu'il est agréé, David bénéficie immédiatement de nombreux privilèges. D'abord celui de pouvoir prétendre à un logement mis gratuitement à sa disposition au Palais du Louvre par le roi, logement complété d'ailleurs d'un atelier, où il pourra recevoir assez rapidement ses premiers élèves, et puis aussi donc le droit d'exposer au salon et de remporter des commandes pour le roi. Pour cette commande, David a des prétentions assez rares. D'abord, il va choisir le sujet comme il l'entend. Il va même l'inventer, puisque ce n'est pas ce qui est représenté, ce n'est pas une scène écrite par Corneille dans sa tragédie des Horaces. C'est une scène qu'il a inventée pleinement. Par ailleurs, il va dépasser le format, enfin les dimensions qui avait été demandé par l'administration royale. Et enfin, il demande aussi à retourner à Rome pour le peindre. Alors, ce voyage à Rome, ce séjour se fait à ses propres frais, d'ailleurs grâce au subside de son beau-père, puisque David, entre-temps, s'est marié en 1782 avec la fille d'un entrepreneur en bâtiment assez prospère. Et donc, il retourne à Rome, avec d'ailleurs un de ses premiers élèves, Drouet, pour se replonger dans une ville dont le premier séjour avait été un peu plus difficile, mais cette fois-ci il revient beaucoup plus fort, puisque désormais il est libéré des entraves, des contraintes morales produites par le fait de se soumettre en permanence à un jury, au regard et aux attentes des académiciens. Désormais, il est académicien, donc il n'a plus de compte à rendre à personne, il peut peindre comme il l'entend, et comme il le dira d'ailleurs, je ne ferai rien qui soit au détriment de ma gloire. C'est-à-dire qu'il vraiment, il prend beaucoup de liberté par rapport à tout ce que son entourage, l'administration, l'académie essayent sans arrêt d'exercer comme influence sur lui. Donc ce sujet, non seulement David l'invente en quelque sorte, puisqu'il n'est écrit nulle part, donc c'est une peinture qui écrit un nouvel épisode, en quelque sorte, de cette histoire des Horaces. Elle sert un discours qui est assez puissant, celui de l'amour et du sacrifice absolu pour la patrie, et dans une nouvelle écriture, une composition qui fait la part belle à une répartition limpide, presque géométrique des personnages dans l'espace, un espace défini comme celle d'une pièce de théâtre, avec ce rythme ternaire, omniprésent, les trois arches, les trois épées, les trois fils, les trois femmes, et une volonté de rigorisme, de presque, je dirais, d'affichage d'une peinture d'histoire qui soit désormais archéologiquement informée, qui est à l'écoute des dernières découvertes et des fouilles, et notamment qui veut radicalement changer la vision, l'imaginaire qui était celui de Rome et transmis depuis la Renaissance et l'esthétique baroque, une Rome de marbre, de soie, dégoulinante de richesse et de sensualité. Cette fois-ci, on retourne à la Rome primitive, la Rome des ancêtres républicains, une Rome donc austère, sévère,
et qui se traduit notamment par cette architecture très spectaculaire, par son purisme, qui est faite de briques et de travertins, et non pas du tout de marbre. Et ça, c'était un apport très nouveau, ainsi que ces épais manteaux en laine, ces habits donc, qui sont peints dans des couleurs presque primaires. Et puis, évidemment, aussi, ce qui était très, très fort, c'est cet alignement des figures sur le même plan, avec cet éclairage frisant, qui est toujours cette leçon du caravagisme, hein, cet éclairage qui sculpte les figures en très fort relief. Tous les muscles sont bandés, la tension est à son maximum, mais en revanche déjà contrebalancé par le sentiment, l'apitoiement qui est pris en charge par les femmes et la présence, là encore, des enfants. Dans toutes les peintures essentielles de David, il y a des enfants. Il y avait le jeune enfant entre les genoux de Bélisaire, Astyanax entre les genoux d'Andromaque. Et là, on remarque un peu en arrière-plan, mais c'est ce petit garçon qui a les yeux ouverts comme des billes et qui regarde, enfin qui a conscience qu'il est peut-être en train de voir pour la dernière fois son père avant de partir au combat. Et donc c'est une sorte de traumatisme, de scène primitive qui est ici mis en scène par David. Alors ce qu'on voit aussi en termes de composition et de conception même de la peinture d'histoire en tant qu'exemplum virtutis, en tant qu'exemple de vertu, c'est que la leçon qui est donnée ici, l'amour, la défense de l'amour de la patrie, tel comme on le disait à l'époque, n'est pas donnée brute comme une recette à appliquer, puisque l'abandon des femmes, la douleur des femmes exprime le sacrifice que représente l'action ici, même un peu trop énergique, des hommes. Et donc le spectateur est confronté à l'héroïsme et au sacrifice que ça représente. On est à un moment où commence à émerger la figure du citoyen qui va devoir se déterminer librement par rapport à son action et un peu plus tard à son action politique. Alors si David est allé peindre à Rome une deuxième fois, c'est aussi, comme le disait Côme, pour créer librement et profiter librement des richesses antiques, contemporaines, modernes que lui offrait la ville éternelle. C'est aussi en exposant ce tableau dans son atelier, parce que Rome était la ville où se réunissait l'Europe entière. Et que donc ce tableau a fait l'effet d'une bombe lorsqu'il a été présenté. Tout le monde est venu le voir. Le pape lui-même, Pie VI, a voulu venir le voir, puis il n'a pas eu le temps, donc il n'est pas venu. Mais enfin, les ambassadeurs venaient. Et d'emblée, David avait une réputation internationale avant même l'exposition au Salon à Paris. Du coup, il devient l'artiste le plus célèbre du moment et l'artiste aussi, la question n'est pas anodine chez lui, qui se fait le plus payer de l'époque, avec des sommes tout à fait astronomiques pour ces tableaux. Et donc, il a une clientèle qu'il ne va pas chercher à la cour à Versailles, comme Madame Vigée-Lebrun, sa contemporaine, qu'il va chercher dans la grande bourgeoisie richissime ou aristocratie richissime parisienne, en particulier les frères Truden, pour qui est peint le fameux tableau de la mort de Socrate, tableau dont nous avons obtenu le prêt exceptionnel du Metropolitan Museum de New York, qui n'était pas présenté en 1989, et l'occasion est d'autant plus exceptionnelle que nous présentons avec le tableau lui-même les dessins préparatoires qui se trouvent au musée Bonnat à Bayonne et qui ne sortent pas normalement du musée Bonnat à Bayonne. Donc c'est une occasion unique de confronter le tableau à la façon dont il est préparé. Et en même temps qu'il sert cette bourgeoisie ou aristocratie très éclairée, ouverte aux idées nouvelles, où il rencontre les frères Chénier, où il rencontre toute l'intelligentsia favorable aux idées nouvelles, auxquelles lui-même participe. Il n'abandonne pas cependant une clientèle aussi réactionnaire que cette bourgeoisie ou cette aristocratie qu'il fréquente et libérale, en particulier avec ce tableau de Paris et Hélène qui est peint pour le comte d'Artois, futur Charles X, qui aurait dû être exposé en même temps
que le Socrate au Salon de 1787, mais que David malade n'a pas pu terminer et qui ne sera exposé qu'au Salon de 1789. Et donc on aurait eu en quelque sorte ce qu'on essaye de montrer dans l'exposition avec ces points de vue, ces perspectives aménagées par Juan Alarcón, c'est cette idée que ces tableaux sont un peu en pendant. On a d'un côté la philosophie, de l'autre côté la poésie épique, d'un côté Platon, de l'autre côté l'Iliade. On a un tableau dans le genre austère, poussinien, du côté de Socrate, sujet de réflexion aussi politique autour de la question de la loi, et de l'autre côté, un sujet galant qui semble là aussi vouloir reprendre la question, là où le maître de David vient l'avait laissé avec La Marchande d'amour, considéré comme le premier tableau, alors on reviendra sur ce terme peut-être entre guillemets néoclassique, mais là avec une Grèce, si vous voulez, ou avec une Antiquité beaucoup plus informée et sérieuse, je dirais. Donc un genre austère et un genre galant. Il s'affirme alors à l'orée de 1789 comme un artiste à la fois célébrissime et complet. Vous voyez ici les magnifiques dessins préparatoires pour les Horaces ou pour Socrate, grands dessins réalisés en cours d'exécution que vous pouvez admirer dans l'exposition. Et donc l'exposition, vous le verrez, met en dialogue visuel le serment des Horaces et le serment du jeu de paume, qui est un serment d'un type complètement différent, et veut aussi créer cette tension entre les genres, entre le genre du portrait dans lequel il excelle et ce genre de la peinture d'histoire ou de la peinture à sujet contemporain qui est dans le serment du jeu de paume. Peut-être sur les portraits. Alors justement, on a voulu, dans cette nouvelle perspective, articuler la peinture d'histoire, donc vous apercevez le serment du jeu de paume au fond, avec le portrait, puisque avec, disons, l'irruption d'une histoire proprement héroïque et donc qui se prête au pinceau de David, cette irruption donc en France même d'événements exceptionnels d'une portée immense, eh bien David va devoir représenter cette histoire en train de se faire en France et donc désormais inclure des portraits des personnages, des individus réels dans sa peinture d'histoire. Et tout cela, évidemment, exige des compétences de grands portraitistes, une compétence qu'il avait justement travaillée et développée dans les années qui ont précédé. Alors, d'abord, au début des années 1780, plutôt pour des proches, voire pour son entourage familial. Vous avez les deux portraits de ses beaux-parents, monsieur et madame Pécou, par exemple, assez savoureux, de réalisme, de truculence même, et puis d'opulence vestimentaire. Et petit à petit, à partir donc de la deuxième moitié des années 1780, des portraits, cette fois-ci, qui lui ont été commandés, payés par des clients extrêmement riches, appartenant à la très haute bourgeoisie financière ou administrative qui vit à Paris. Et c'est cette série magnifique de portraits, dont certains sont inachevés malheureusement, qui va de M. Joubert à Mme Trudel, en passant par les deux sœurs Rilliet, que nous avons le grand plaisir de voir réunies, puisque donc, si Madame d'Orvilliers appartient au Louvre, Madame de Télusson, qui se trouve à sa droite ici, appartient au musée de Munich. Des portraits dans lesquels David exerce là aussi le même dépouillement, le même travail d'épure qu'il avait déjà finalement effectué sur ces personnages de l'histoire romaine, des personnages qui, malgré leur immense fortune, sont représentés sans aucun bijou, sans aucun signe ostentatoire de richesse, pour privilégier au contraire la grâce, la beauté, le dépouillement, et dans un environnement qui est celui de ce mur nu, le mur nu peut-être de l'atelier même de David, où on voit que finalement que l'artiste ici commence à exercer directement son influence sur le commanditaire. Au lieu de se déplacer chez lui, de représenter ce modèle riche dans son intérieur certainement opulent, eh bien il va chercher au contraire le modèle et l'impose, et l'assoit dans un fauteuil, dans son atelier, dans cette nudité
Et ce silence de l'atelier, un silence qui est particulièrement éloquent, par exemple, dans le portrait de la marquise d'Orvilliers, où une grande place est donnée au vide autour d'elle, un procédé qu'on retrouvera bien sûr dans Marat quelques années plus tard. Oui, et avec des audaces, notamment chromatiques, avec ce fond rouge que vous avez vu. Oui, avec Madame Truden. Madame Truden. Alors, est-ce qu'il y a le bleu, blanc, rouge? C'est pas du tout impossible. Mais ces audaces, c'est ce qu'on veut montrer aussi dans l'exposition, notamment avec les restaurations, c'est l'énergie de cette touche, de ce fond, avec ces toutes petites touches très énergiques, inachevées. Et puis, effectivement, se présente la Révolution et il est chargé de peindre l'événement fondateur de la Révolution, qui est le serment du jeu de paume, ce serment où les députés du tiers-État se réunissent dans la salle du jeu de paume, qui était autrefois la salle du jeu de paume à Versailles, et disent « Nous ne sortirons de cette salle, nous nous séparerons que lorsque nous aurons donné une constitution à la France ». Donc c'est véritablement un événement fondateur politiquement d'une quelque chose de nouveau, dont on ne sait pas quelle sera la suite à ce moment-là, mais qui est en train de se produire. Alors ça pose, nous le présentons ici, donc ce tableau n'a jamais été achevé et l'inachèvement du jeu de paume suit l'inachèvement d'une partie de la Révolution ou un certain nombre des échecs de la Révolution, et David n'aura de cesse, encore après Thermidor, encore autour de 1800, de vouloir achever ce tableau qui est le fondement de cette société politique, et de cette société nouvelle. Et nous présentons dans l'exposition ce tableau inachevé, je dirais, cette ébauche qui est fragmentaire, parce que le tableau était, là il fait déjà 6 mètres de long, nous avons à peu près ici un tiers. Il nous reste un tiers de ce qu'aurait dû être le tableau en réalité. C'est un tableau que vous pouvez voir qui est un dépôt du Louvre au château de Versailles et qui est visible dans les salles de la Révolution française au château de Versailles, que nous avons en partie restauré pour l'occasion. Le problème qui se pose à lui est un problème qui est à la fois politique, de représenter un événement contemporain tout en commémorant quelque chose dont on ne sait pas quelle sera la suite. Et un problème aussi artistique, c'est la représentation du sujet contemporain sans avoir recours, comme on le faisait sous l'Ancien Régime, à l'allégorie. Alors, plus se posaient d'autres problèmes plus pratiques aux hommes de la Révolution. Comment devait être habillé le citoyen contemporain? Est-ce que tout le monde devait avoir le même uniforme, en quelque sorte? Est-ce qu'on devait s'habiller en toge pour rappeler la République romaine? Est-ce que seuls les détenteurs de l'autorité publique devaient porter un costume différent du reste de la société? Ce sont des questions qui nous paraissent un petit peu étonnantes à nous aujourd'hui, mais qui se sont posées très clairement et qui, d'une certaine manière, se posaient artistiquement ici dans le tableau de David. Donc vous verrez dans l'exposition un grand dessin, conservé lui aussi à Versailles, un grand dessin qui représente d'une certaine manière ce qu'aurait pu être le tableau avec les députés du tiers-État faisant le geste du serment, mais qui est d'un serment d'un type tout à fait différent de celui qu'on a vu des Horaces, parce que les Horaces, ce sont les fils qui font le serment de réaliser la volonté du Père qui lui arrive par cette lumière qui pénètre par la fenêtre qui est hors, ou cette lumière qui a une source qui est hors du tableau. Ici, le serment du jeu de paume, c'est l'expression de la volonté générale, d'une volonté libre d'individus. Il n'y a que des hommes dans la salle, des femmes sur les hauteurs, mais d'individus qui se réunissent pour créer, fonder la République, pour aller un petit peu vite. Donc, sur le grand dessin, les gens sont habillés. David a fait reporter ce grand dessin sur cette immense toile, en particulier habillée, puis a déshabillé les figures, puis a rhabillé, à redessiner des vêtements, des chaussures. Si vous regardez c'est un peu difficile à voir, mais si vous êtes attentif, si vous regardez le tableau de près, vous verrez ces différentes hésitations. Sur la question pourquoi le nu,
différentes hypothèses peuvent être émises. La première hypothèse, c'est de donner une forme à ces corps, et cette manière de pratiquer le nu est une manière de l'enseignement académique. D'autre part, si on regarde un petit peu précisément, on se rend compte qu'un certain nombre de ces personnages ici représentés, alors vous avez différents personnages qui sont ici représentés, renvoient à des antiques célèbres, comme le Faune Borghese, ou renvoie à des prototypes fondamentaux de la peinture hérités de Raphaël, l'incendie du Borgo, ou des choses de la chambre de la signature, ou le torse du Belvédère à l'extrême gauche. Donc vous voyez, il y a cette idée, cette tension qui est à la fois politique et artistique dans ce rapport avec l'antique ou le canon. Et puis, certains visages sont très avancés, comme celui de Mirabeau, de Dubois-Crancé, du père Gérard. Le problème avec ce type de représentation, c'est que l'histoire va plus vite que le peintre, et que à peine avait-il peint un certain nombre de ces visages que certains étaient devenus suspects, d'autres avaient pu tomber, certains étaient morts, etc. Et ce tableau reste à l'état, ce tableau fondateur qui est censé commémorer le début de la Révolution, reste à l'état d'inachèvement, au moment où la belle unité qui est celle du serment et cette expression de la volonté générale, finalement, commence à craquer sous l'effet des luttes de factions. Voilà aussi, peut-être 2 mots sur la restauration de l'autoportrait de David. Oui, cet autoportrait, alors, qui nous emmène déjà à l'issue du moment révolutionnaire, mais qu'on présente effectivement en pendant de l'autoportrait précédent, celui de 1791, prêté par le Musée des Offices. L'exposition a été l'occasion donc de mener plusieurs restaurations fondamentales, et l'autoportrait de 1794 en avait bien besoin puisqu'il présentait un vernis extrêmement oxydé, extrêmement jauni, et par ailleurs on s'est rendu compte que le fond gris sur lequel se détache le visage avait été largement badigeonné, et notamment afin de recouvrir des touches laissées, des touches brunes que l'artiste, de manière très désinvolte, avait laissées vives sur le fond. Ces touches n'ont aucun sens, sinon que d'être peut-être tout simplement des traces d'essuyage de son pinceau. Et le fait d'avoir libéré le fond gris de ce badigeon, et surtout d'avoir retiré cette gangue de vernis jaune sur le visage, notamment à restituer la fougue, la force de cette expression, et surtout le chromatisme remarquable de David, avec des touches de jaune, de bleu et de rouge qui sont disséminées sur cette carnation extrêmement vibrante, troublante aussi par la force de ce regard extrêmement noir, et puis le jeu des cheveux extrêmement légers, qui ne sont plus les cheveux frisés, poudrés, que David portait encore en 1791, au moment où il se représente plutôt comme une sorte de voyageur, quelqu'un qui sort de l'atelier pour participer à la vie publique. Ici, il est en captivité et se regarde lui-même et se pose des questions sur un destin qui est brisé par la chute de Robespierre, et donc évidemment un face-à-face sans concession. Mais revenons un peu en arrière. Alors on revient un petit peu en arrière dans cette chapelle Marat, qui est le nœud, en fait. L'évolution politique de David est un peu comme celle de Robespierre, c'est-à-dire que c'est un glissement vers toujours plus de radicalisation. Dans les années 1789, 1790, 1791, il est évidemment favorable à la Révolution. Il est dans un milieu plutôt libéral. Il doit même, à un certain moment, puis après, ça ne dure pas très longtemps, réaliser un portrait du roi donnant la Constitution à son fils. Et on voit bien qu'à partir de 1792, Philippe Borde l'a montré, au moment où il se rapproche de plus en plus de Robespierre, eh bien, il se radicalise et va jouer un rôle de premier plan à partir de 1792, un rôle politique, un vrai rôle politique. Il est élu député de la Seine avec l'aide de Marat en 1792. Il est membre du comité de sûreté générale. Il y a 3 comités il y a 3 institutions sous la Révolution: le comité de salut public, le tribunal révolutionnaire et le comité de sûreté générale. Le comité de sûreté générale est chargé d'étudier
particulier les cas des suspects, des chargés de la politique intérieure et de la police intérieure, pardon, et dans ce comité de sûreté générale, il est en partie chargé de l'organisation des interrogatoires. Donc le comité de sûreté générale traduit ensuite ou non les personnes au tribunal, les suspects au tribunal révolutionnaire. Il est membre du comité d'instruction publique, qui est en quelque sorte l'organe chargé de la politique culturelle de la Révolution. Il n'est pas membre du noyau fondateur qui organise le Louvre, mais il joue de son pouvoir pour en obtenir la dissolution et aménager les choses un petit peu à son idée. Il est aussi l'ordonnateur, alors ça on ne peut pas le montrer parce qu'on n'a plus vraiment de traces à part de mauvaises gravures, on a des descriptions. Il est l'ordonnateur des grandes fêtes de la Révolution, en particulier de la fameuse fête de l'être suprême qui a été voulue par Robespierre, et des funérailles nationales, en particulier les funérailles des martyrs de la Révolution, Le Pelletier de Saint-Fargeau, Marat et Barras. Alors dans l'exposition, voilà, vous avez Barras et vous avez Marat. Dans l'exposition, nous avons obtenu le prêt de son tableau le plus célèbre avec le sacre, qui est celui de Marat, donc il est un proche de Marat. Marat est assassiné par Charlotte Corday le 13 juillet 1793 dans un climat de tension extrême et de violence extrême en France. Charlotte Corday n'est pas du tout une royaliste. Charlotte Corday est plutôt une girondine, et elle l'assassine, elle vient de Caen à Paris pour assassiner Marat, qu'elle considère comme une bête sauvage et responsable, notamment de l'exécution d'un certain nombre de girondins et aussi de la violence politique qui est à ce moment-là en France. Marat est assassiné. David est l'un des derniers à voir Marat vivant, puisqu'il a rendez-vous quelques heures avant l'assassinat par Charlotte Corday, est l'un des premiers à l'avoir vu mort, puisqu'il est appelé à faire le portrait de Marat. Et il organise les funérailles de Marat, des funérailles qui ont lieu de nuit parce qu'on craint des attentats. Je vous dis, le climat est extrêmement tendu. Il fait une chaleur à mourir. Le corps est en décomposition. Donc il avait eu dans un premier temps l'idée de représenter le Marat assis, mais le corps ne tient plus. Donc on l'allonge, on trouve des parfums. Enfin, la situation est assez dramatique, elle aussi. Et lors de ces funérailles, il y a évidemment des appels à la vengeance, etc., etc. Et puis, à la Convention, un député se lève et lui dit « David, que fais-tu? Il te reste encore un tableau à faire, prends tes pinceaux ». Et il exécute le tableau de Marat assassiné, qui est... Alors là, c'est pas le bon. Voilà, de Marat assassiné, qui doit trôner à la Convention en pendant d'un autre tableau qu'il avait fait précédemment, quelques mois plus tôt, un tableau qui représentait Le Pelletier de Saint-Fargeau, le premier des martyrs de la Révolution, assassiné parce qu'il avait voté la mort de Louis XVI. Donc il y a création d'une sorte de religion civique républicaine avec des martyrs, parce qu'on craint avec la mort de Louis XVI que Louis XVI ne devienne lui-même un martyr, et donc il faut créer des contre-martyrs. Le tableau de Marat de Bruxelles, donc les deux tableaux sont exposés de part et d'autre de la tribune de la Convention nationale, et on voit dans ce tableau qui est étonnamment, à ce moment-là, presque l'un des rares tableaux tendres de David, dans l'un des moments les plus violents de la Révolution, et avec un assassinat politique qui était lui-même extrêmement violent. On a un Marat dont on ne sait pas s'il dort ou s'il est mort. Il y a en tout cas une promesse là de résurrection, et David, ici, reprend les canons de la représentation christique avec les instruments de la Passion, élimine la meurtrière, élimine finalement tout ce qui pourrait relever du fait divers, et comme c'était le cas des gravures qui circulaient à l'époque, élimine aussi l'acte de violence lui-même pour avoir ce saint, d'une certaine manière, auquel on rend un culte. Aussi, la composition est assez
original et joue dans cette dimension religieuse, quasi religieuse, avec la moitié du tableau qui est vide, avec ces grands vides qu'aime David, vide animé par cette touche que vous avez déjà vue précédemment dans les portraits et éclairé un peu à la Caravage, si vous voulez, comme la vocation de saint Matthieu, par la gauche de cette lumière un petit peu, si vous voulez, mystérieuse. Et ce tableau est simplement signé de Amara David comme une sorte d'ex voto. Alors là, il y a une question qui est très importante sur le statut de l'œuvre. Finalement, on s'est habitué à voir ces œuvres simplement comme des œuvres d'art qu'on a dans des musées. Et là, on est dans une dimension qui est, il y a une efficace de l'œuvre qui va au-delà de ça, c'est quasiment une œuvre de culte. Parce que ce tableau qui aujourd'hui, je pense que c'est un tableau qui met un terme aux appels à la vengeance qui avaient accompagné les funérailles de Marat, et on passe dans une autre dimension à ce moment-là, qui est la dimension du culte du martyr. D'ailleurs, David fait exposer ce tableau le jour de l'exécution de Marie-Antoinette sur un sarcophage dans la cour du Louvre. Et ce tableau qui pour nous est très connu, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la suite de la chute de Robespierre, ce tableau est couvert de cérus pour être caché. Donc c'est bien à la fois un tableau et en même temps une forme de relique. Il a quelque chose de magique, si vous voulez, de religieux encore actif, en tout cas en 1800, après la chute de Robespierre, en 1794. Il n'est pas vendu à la vente après décès en 1826, et ce caractère, si vous voulez, magique, je dirais, de l'œuvre, on peut aussi le dénoter dans ce qui s'est passé on peut aussi le voir avec ce qui s'est passé avec son pendant, le Pelletier de Saint-Fargeau. Le Pelletier de Saint-Fargeau a été lui-même caché à la suite de la chute de Robespierre, acheté à la vente après décès par sa fille, la fille de Le Pelletier de Saint-Fargeau, et probablement détruit. Donc la famille d'Ormesson a mis un siècle à chercher si ce tableau existait encore, mais le tableau a probablement été détruit par cette fille qui était devenue royaliste et qui voulait effacer l'image de son père régicide. Dans cette question effectivement des martyrs de la Révolution, juste un petit mot sur Barras, c'est que finalement la figure de Marat n'était pas blanche, si je puis dire. Elle était récupérée par des factions plus radicales que ne l'était encore Robespierre et à ce moment-là. Et donc il s'est agi à un certain moment de trouver des martyrs, mais qui ne puissent pas être soupçonnés d'être entaché d'un quelconque vice, d'un quelconque problème, et donc Robespierre défend l'idée de martyr enfant, et il y a eu 2 enfants qui ont été assassinés dans des échauffourées avec des troupes royalistes, Barras et Viala, et David est chargé d'organiser la panthéonisation du jeune Barras et du jeune Viala, qui aurait dû avoir lieu le 10 Thermidor. Or, Robespierre est tombé le 9 Thermidor, et donc cette panthéonisation n'a jamais eu lieu, et David a réalisé ce tableau de la mort du jeune Barras, probablement inachevé, où il reprend la question de l'éphèbe, sur laquelle on reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. David, en 1793, le 8 Thermidor, dit à Robespierre « Si demain tu bois la ciguë, je la boirai avec toi ». Il le répète 2 fois à la Convention et au Club des Jacobins, et le lendemain, il est malade. Il a pris un émétique, il n'est pas présent, donc il ne part pas avec la charrette qui emmène les proches de Robespierre immédiatement. Il est arrêté quelque temps plus tard, emprisonné à plusieurs reprises en 1794-1795 pour son activité pendant la Terreur, et soupçonné, enfin c'est l'accusation qui est portée contre lui, d'avoir conspiré avec Robespierre contre la République. Et donc il est tombé, il est emprisonné, il doit se justifier plusieurs fois. Il a divorcé d'avec son épouse au début de la Révolution. Elle revient alors qu'il est en prison. Il réépouse son épouse et ils resteront jusqu'à la fin de leur vie. Mais il est dans une situation difficile, et je vous disais, c'est un homme sous tension qui a cette espèce de violence en lui qu'il maîtrise. C'est un homme de la maîtrise qui veut tout maîtriser, et il lui faut alors revenir sur le devant de la scène. Oui, un devant de la scène qu'on a voulu marquant, parce que donc au sortir de cette salle très sombre, peut-être un peu oppressante et
proto-religieuse, on dira. On avait voulu donc à nouveau un espace de lumière, d'ouverture, et puis ce panorama magnifique qui permet par une succession subtile des plans conçus par l'architecte, d'amener le regard progressivement des premiers portraits peints au sortir de captivité jusqu'aux Sabines, dont l'origine remonte bien à la captivité. La première idée, il l'a eue en captivité, mais elle est évidemment les dimensions, l'ambition de ce format font qu'il n'est achevé qu'en 1799, mais pour signifier ce renouveau donc, de la deuxième moitié des années 1790, à l'époque du Directoire, on avait vraiment voulu que d'un seul coup d'œil, le regard puisse aller, disons, naviguer des portraits à la peinture d'histoire, avec une fluidité qui est celle voulue par David lui-même. David qui, là aussi, reprend ce travail d'épure du modèle commencé dans les années 1790, mais cette fois-ci encore plus avancé, puisqu'il est servi par la mode contemporaine, qui se traduit donc par l'abandon de tous les tissus, les soieries, les dentelles, au profit de robes longues, blanches, extrêmement simples, mais en réalité luxueuses par leur matériau lui-même, et puis la recherche de continuité entre la forme, l'élégance de ces corps très simplement vêtus et leur prolongement dans ce mobilier, lui aussi, qui est tout de lignes et de culture antique, cette fois-ci plus grecque d'ailleurs que romaine. Et tout cela donc converge. Finalement, on voit comment une continuité est recherchée entre la grâce de ces femmes parisiennes transformées en courtisanes grecques ou matrones romaines, et comment elles viennent s'insérer presque naturellement dans la représentation des Sabines, qui est lui-même un sujet très contemporain, puisque tout le monde avait compris que le sujet, emprunté donc au premier temps de Rome, où les Sabines s'interposent dans une guerre de vengeance entre Romains et Sabins, évidemment, est un appel à la réconciliation des Français après les fractures opérées par les années les plus violentes et radicales de la Révolution, entre républicains, royalistes, catholiques et laïcs, par exemple. Et là, évidemment, dans cette cohue, dans cet affrontement masculin, interviennent les femmes désormais agissantes, actrices de l'histoire, qui viennent interrompre le conflit et imposer finalement leurs propres valeurs d'humanité, de pitié, face au cycle aveugle et mortifère de la violence masculine. C'est la première fois donc que les femmes ici sont au cœur, au centre de la composition de cet immense tableau d'histoire que David a entrepris donc en dehors de toute commande, un moment où le gouvernement du Directoire a très peu de moyens et donc va jouer la carte d'un mécénat en nature en offrant gratuitement à David un nouvel atelier au Louvre, puis un espace d'exposition au Louvre, dont les recettes, dont l'entrée est payante et dont David recueille les recettes, qui vont lui rapporter d'ailleurs beaucoup d'argent. Et on a voulu aussi, donc, vous le voyez tout au long de l'exposition, il y a des comparaisons, des dialogues, et on a voulu aussi montrer une nouvelle audace, vraiment assez, disons, inédite dans l'œuvre de David, qui est d'avoir dénudé les hommes, donc en contradiction avec toute vraisemblance historique. Les Romains ne se battaient évidemment pas nus, mais pour des raisons de codification finalement antique, David assume cette convention tirée de l'esthétique antique par laquelle ces hommes sont des héros. Les héros sont immortels à l'image des dieux, et donc à l'image des représentations divines antiques, ils peuvent être représentés nus. Une codification que son élève Ingres n'a pas retenue lorsque lui-même a été amené à représenter un autre épisode de l'histoire de Romulus, ici vainqueur d'Acron, un tableau peint une douzaine d'années plus tard sous l'Empire.
Alors oui, sur cette question des Sabines, aussi ces portraits de femmes, enfin, étaient aussi une manière de souligner le rôle des femmes autour de 1800. Les femmes qui avaient été malmenées par la Révolution, avec interdiction de se réunir, etc. Et donc, il y a un rôle de certaines femmes à ce moment-là, Madame Récamier, Joséphine, Madame de Staël, qui sont là extrêmement présentes. Sur la question de la nudité des héros, effectivement, David a dû se justifier. Il a écrit un libelle. Il y a aussi, on voit bien, si on passe, si vous voulez, tout à l'heure du Serment des Horaces, il y a Brutus aussi qu'on n'a pas pu descendre dans l'exposition parce que le tableau est trop grand, enfin on avait un problème d'espace, mais on voit bien que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a la part héroïque et la part et le sacrifice, et les femmes qui portent le sacrifice et qui disent voilà ce que ça représente. Ici, on a une inversion des termes et la nudité peut être aussi comprise de ces héros. Les deux seuls qui sont nus, c'est Tatus et Romulus, vraiment nus, et ce sont les deux derniers à se battre. Donc c'est aussi dire d'une certaine manière que quel est le fondement ici de l'héroïsme. Ce sont des héros qui se regardent, qui s'admirent, qui admirent leur propre beauté. Certains ont qualifié de ce tableau des plus belles fesses de la peinture. Mais là, on a un héroïsme qui ne repose plus sur la vertu, mais sur l'amour de soi, je dirais d'une certaine manière. Donc c'est une question, la question de l'héroïsme avant, après la Révolution. On sait que l'héroïsme est une valeur dominante pendant la Révolution. On la réinterprète différemment à partir de ces années 1800. Dans la question aussi des œuvres de David et de ce que c'est, il faut aussi prendre en compte la question du dispositif, la façon dont les œuvres étaient présentées. Et cette œuvre-là a été présentée, c'est la première fois qu'il le fait, face à un miroir. Ce qui fait que les visiteurs qui entraient dans l'exposition, on en a un témoignage, on voit plusieurs témoignages, disent on entrait finalement au milieu des combats, de ces combats, ce tableau étant considéré comme un appel à la réconciliation des Français. Donc on peut s'imaginer aussi que la nudité des hommes devait être accrue par l'effet immersif, d'une certaine manière, du dispositif. Par ce dispositif, on voit bien que l'objectif de David est d'intensifier le message ou l'effet de son tableau sur ses contemporains. Et la façon dont on l'a accroché dans l'exposition, beaucoup plus bas, permet peut-être à peu près la hauteur, ou une hauteur assez semblable à celle qui pouvait être dans l'espace d'exposition qui lui avait été concédé, exposition qu'il faisait payer, permet, disons, cette immersion dans la peinture que les salles rouges ne permettent pas nécessairement. Le tableau des Sabines, si vous regardez le centre, c'est l'affiche avec cette femme qui, David l'a aussi dit, prône avec ce tableau, c'est comme ça que ça a été perçu, la réconciliation entre les Français, mais n'exprime pas, alors maintenant on fait quoi ? Quelle va être la suite? Et un peu le symbole de cette femme en rouge qui exprime l'horreur des combats, mais aussi une sorte de stase qui attend quelque chose. David va le trouver quelque temps plus tard. Il va exposer un an plus tard les Sabines à côté du tableau de Bonaparte franchissant les Alpes. David a c'est un peu, de cette manière, la réponse. L'homme providentiel qui arrive, c'est un militaire. Alors, notons aussi que David est le seul artiste, un des rares artistes de l'Empire à ne jamais représenter de bataille. Donc, il a une réticence, de toute évidence, vis-à-vis de ça, mais il a une fascination pour Bonaparte. Il le rencontre en 1797 et il dit « il est beau comme l'antique, c'est mon héros ». Et il doit alors exécuter ce tableau qui est ensuite développé en 5, on a 5 autres exemplaires, il y a 5 exemplaires du Bonaparte franchissant les Alpes pour le roi d'Espagne qui voulait s'attirer les bonnes grâces du remuant premier consul, et donc il invente cette figure de Bonaparte franchissant les Alpes. Évidemment, Bonaparte n'a jamais franchi les Alpes sur un cheval fougueux, mais probablement plutôt sur une mule, ce qui était moins glorieux, reprenant ici en particulier les prototypes baroques et le prototype de Bernin à la Scala Regia au Vatican. Et Bonaparte ici réalise avec ce geste le destin de la France. Ce qu'on voit dans les images, que ce soit Marat, que ce soit Bonaparte, et
plus tard probablement aussi Napoléon dans son cabinet de travail sur lequel on va revenir, c'est que, on va venir plutôt, c'est que David est un extraordinaire communicant politique. Une fois qu'on a vu Marat, une fois qu'on a vu Bonaparte franchissant les Alpes, ce sont des images qui, étant réduites à l'essentiel et tout détail étant signifiant, s'inscrivent immédiatement dans votre mémoire et peuvent être effectivement dupliquées. On le voit encore aujourd'hui, jusque dans la publicité ou jusque dans des images ici aussi politiques. Donc c'est un art, effectivement, c'est un grand peintre, et c'est aussi un art de communication politique ou de propagande. Ça dépendra comment on voudra appeler ce genre de tableau, qui finit par devenir, effectivement, par être développé, déployé en images. Si David va avoir une sorte de fascination pour le jeune général, comme beaucoup d'ailleurs, sa position sous l'Empire et même s'il réalise le sacre, son rapport à Napoléon est plus complexe. Et plus complexe parce que si Bonaparte peut encore être considéré comme le continuateur, celui qui va achever la Révolution, le grand élan qui était là présent dans le serment du jeu de paume, de la Constitution, de la volonté générale. Alors ici, on a un général en chef, donc c'est bon, ça commence déjà. Voilà. L'Empire qui s'instaure en nouvelle dynastie est plus, à mon avis, problématique pour cet ancien conventionnel. Malgré tout, David va le servir parce que, sans jugement de morale, il est à la fois aussi un peintre courtisan et il va le servir, il va devenir premier peintre de l'empereur, il va être couvert d'honneur, il va obtenir la Légion d'honneur, il va être fait baron, etc., etc. Mais jamais il ne deviendra ce qu'il espérait être, le nouveau Lebrun, comme Lebrun était auprès de Louis XIV, l'ordonnateur des Beaux-Arts. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux noms et que ce ministre de la Culture, en quelque sorte, et que se met en place une administration moderne, extrêmement tatillonne, et probablement que l'empereur, qui se méfie aussi de l'ancien conventionnel, voilà. Et en fait, jamais David aura été aussi peu libre que sous l'Empire. C'est-à-dire qu'en 1784, il peut encore dire « si le roi ne veut pas de mon tableau, tant pis, je le fais pour moi » et faire exposer un tableau plus grand que la commande royale. Sous l'Empire, tout est extrêmement contrôlé. Et lui-même, malgré tous ses honneurs, est emprisonné d'une certaine manière avec tous les honneurs dont il est couvert. Un symptôme de ça, enfin une chose qui est assez intéressante, c'est lorsqu'en 1811, un lord écossais lui commande un tableau qu'il voue pour une galerie d'un château écossais, qui lui demande de représenter l'empereur dans une action héroïque. Et évidemment, le lord s'attendait à une sorte de Bonaparte franchissant les Alpes, et David lui livre Napoléon dans son cabinet de travail. Donc il y a une sorte, c'est une grande intelligence finalement politique alors là-dessus, parce que finalement, que fait l'empereur ? Alors l'empereur veille sur son peuple, etc. Là, il est dans une commande privée, donc il est dégagé d'une certaine manière des contraintes de la commande publique, du contrôle de Denon, du contrôle de l'administration, du contrôle de l'empereur, qui détestait les tableaux on a ici une esquisse du tableau que David avait proposé, et l'empereur a dit « je n'ai jamais vu un tableau aussi mauvais ». Et donc là, il est dans une commande privée, et finalement, il représente Napoléon en législateur, donc Napoléon, celui qui finalement, malgré tout, malgré le fait qu'il soit Napoléon, malgré le fait qu'une nouvelle dynastie se mette en place, donne des institutions à la France, qui était une des promesses, enfin la promesse du serment du jeu de paume. C'est une image politique, évidemment. Il y a une réplique que vous verrez qui est faite et qui est aujourd'hui à Fontainebleau, qui sera ensuite exposée sous le Second Empire aux Tuileries. Et c'est une image ensuite qui va servir de prototype, dont vont s'inspirer un certain nombre de représentations des présidents de la République, des 3e, 4e et peut-être même du dernier président de la République, de la 5e République, où on reprend le bureau, le livre, l'horloge, etc., etc. Donc,
Donc l'Empire, effectivement, ramène David à son activité de portraitiste, mais cette fois-ci défile devant lui cette nouvelle société impériale, disons, qui exhibe à nouveau la pompe, le faste monarchique, cette vie de cour que l'on sent à travers ses portraits, notamment de la comtesse d'Aru ou du comte français, mais aussi des pinceaux qu'il met au service de sa famille. Une famille donc recomposée grâce à son remariage avec Charlotte Pécoul en 1796, qui apparaît donc ici en bas à droite en robe de satin blanc. Une femme intelligente, malicieuse, qui le conseille et sans doute une sorte d'impresario officieux. Et puis ses filles, dont vous avez ici l'une d'entre elles en bas à droite, un portrait inachevé mais savoureux de franchise et de sincérité, des filles qui deviennent chacune baronnes de l'Empire puisqu'elles épousent des généraux qui ont été anoblis. Donc David fait partie aussi de cette nouvelle société, de cette nouvelle noblesse. Et ces portraits, cette qualité de portraitiste va être évidemment mise à contribution pour la représentation du couronnement de Napoléon et Joséphine, qui n'est autre qu'un immense portrait collectif de cette nouvelle société triomphante réunie donc dans cette cathédrale Notre-Dame, un tableau qui, là encore, nous ne pouvons pas faire descendre dans l'exposition, vous imaginez bien, et donc qui est visible toujours en salle d'Aru. Oui, dans la salle d'Aru, dans laquelle nous avons essayé d'évoquer le dispositif du miroir, puisque nous avons mis enfin c'est pas un vrai miroir, mais c'est un faux miroir pour refléter le tableau du Sacre, comme lors de la visite de l'impératrice à ce tableau. Et sur le tableau du Sacre, dans cette idée aussi de ce faste, d'une certaine manière, le Sacre est l'anti-serment du jeu de paume. Autant le serment du jeu de paume était dans cette espèce d'élan vers une promesse dont on ne savait pas très bien quelle serait. Voilà. Le Faste est un tableau où tout est ordonnancé à la perfection, tout est là, présent, les portraits, et il y a quand même toujours cette idée du sacrifice que tout ça implique, me semble-t-il, dans la figure du pape Pie VII, qui est cette figure un peu accablée, un peu dans ce merveilleux, spectaculaire ordonnancement, et qui montre toute la difficulté qu'il a dû lui-même subir. Et il semble qu'il y ait eu une sorte d'empathie entre David et le pape Pie VII, dont il a réalisé aussi quelques portraits. Évidemment, à la chute de Napoléon après Waterloo, David, qui est régicide, qui a voté la mort en tant que député, qui a voté la mort de Louis XVI et qui en plus a signé les actes additionnels sous l'Empire, et tombe sous le coup de la condamnation pour régicide, et donc il est exilé. Dans un premier temps il voulait aller en Italie, et puis finalement il est exilé à Bruxelles, et on se retrouve là devant, en 1816, on se retrouve là devant un cas de schizophrénie historique, c'est-à-dire que David est considéré par le gouvernement même de la Restauration et par les Français et comme le père de l'école française, le régénérateur de l'école française, et en même temps il est exilé comme régicide. Louis XVIII fait créer le premier musée d'art contemporain, qui est le musée des artistes vivants, au Palais du Luxembourg. Le musée des artistes vivants s'ouvre avec 5 puis 7 tableaux de David. En même temps, le gouvernement rachète les tableaux avec lesquels David était parti à Bruxelles, essaye de récupérer aussi le Sacre en douce avec un homme de paille, etc., parce que c'est pas... Voilà. Et en même temps, il est exilé. Donc il y a des efforts du gouvernement de Louis XVIII pour amnistier David, et David refuse toujours l'amnistie. Il est âgé, il a plus de 70 ans, pour différentes raisons, probablement parce que finalement sa carrière est assez tragique d'une certaine manière, puisque finalement la fin revient au début, politiquement et artistiquement. Politiquement, on a de nouveau une monarchie sur le trône, et artistiquement, on va le voir tout de suite, reviennent cette peinture des amours des dieux, cette peinture qui est tout sauf le type d'héroïsme que lui-même a célébré. Et donc il décide de rester à Bruxelles, et d'un point
de vue probablement plus pragmatique. Bruxelles n'étant pas trop loin de Paris, à l'époque seulement 4 jours, je crois, de cheval, ça lui permet de continuer à tirer des ficelles et d'être toujours le maître un peu à distance. Tout le monde vient le visiter, les jeunes romantiques viennent le visiter, le roi de Prusse voudrait bien qu'il fonde une académie à Berlin, enfin c'est un monument qui se construit là, et donc il refuse de venir à Paris et se lance dans un certain nombre d'œuvres qui posent la question, alors, qu'est-ce qu'on peint dans un monde sans héroïsme? Qu'est-ce qu'on fait dans un monde sans héroïsme? C'est la question que pose quelqu'un qui est un petit peu plus jeune, qui est Stendhal dans ses romans. L'Europe est pacifiée, entre guillemets, pas pour longtemps, mais pacifiée. C'est la question que vivront, enfin c'est ce que vivront les romantiques quelque temps plus tard. Et il crée des œuvres qui ont longtemps été déconsidérées, très étranges, mais qui sont d'une réelle force innovante, malgré tout, par rapport à la situation vers 1816. Oui, et cette fois-ci, on a voulu volontairement mélanger les portraits et la peinture d'histoire pour montrer que cette fois-ci, la contamination entre les deux se fait dans l'autre sens. Autant, disons, on voyait comment le dépouillement antique venait influencer la mode contemporaine française, comment les héroïnes grecques, disons, étaient des modèles pour les femmes du monde parisiennes. Autant là, c'est finalement presque un phénomène inverse où la peinture des dieux, les amours des dieux, la peinture d'histoire antique est finalement imprégnée de réalisme, à la fois à travers des citations directes de Caravage, comme l'amour vainqueur que David avait vu à Paris en 1812 et qui lui inspire très clairement le Cupidon et Psyché commencé en 1813 pour Sommariva. Et puis cet apparat très lourd de mobilier, de tentures, de soieries, de broderies d'or qui vient, disons, alourdir ces représentations mythologiques et que l'on retrouve à l'identique dans les portraits de la haute société, l'ex-haute société impériale qui a trouvé refuge à Bruxelles comme David et qui continue à lui passer des commandes qui lui permettent de vivre très très confortablement. Et finalement, cette ambivalence, ce sentiment presque de malaise que l'on a avec ce réalisme, à la limite de la vulgarité presque qui vient s'infiltrer dans la peinture d'histoire, il culmine peut-être avec ce tableau de Mars désarmé par Vénus, où là le dieu de la guerre, le héros, le porteur de la puissance virile est déshabillé, littéralement dépouillé de ses attributs par des femmes et par des enfants, notamment avec ce petit Cupidon très malicieux qui délace la sandale. Le tout dans un univers très riche de marbre et d'or sur fond d'azur, donc à l'opposé de la sobriété de la brique que l'on avait avec les Horaces au début de la carrière de David. C'est une rupture, effectivement, un retour à une esthétique peut-être du XVIIIe siècle, mais effectivement renseignée, informée à la fois donc par des citations caravagesques ou flamandes, on pense aussi bien sûr à Rubens, mais aussi nourrie par des réflexions, une émulation avec la jeune génération, ces artistes, ces élèves de David, mais qui se sont émancipés du maître, qui ont développé une esthétique différente, voire concurrente, et qui font profondément réfléchir David, qui ne cesse de réagir à eux, qui accepte de revenir dans l'arène pour discuter, pour débattre avec des artistes plus jeunes que lui, et parmi eux, il y a évidemment Ingres. Oui, s'instaure donc ce dialogue avec ses élèves. On voit bien qu'il reprend un certain nombre de thèmes. Amour et psyché qu'on a vu précédemment
il y avait eu un tableau très célèbre de Gérard qui est au Louvre et qui est dans l'exposition sur Amour et Psyché. Donc il y a ce dialogue à travers des années qui se recrée parce que David ne lâche rien, il veut rester évidemment le maître. Et dans le tableau Amour et Psyché de David, inspiré par le tableau de Caravage qu'il a vu quelques années plus tôt à Paris, revu à Paris, d'une certaine manière il dit mais qu'est-ce que c'est finalement que Amour et Psyché, quel sens ça a? Et ce qu'il peint, et c'est ce côté un peu dérangeant, c'est une histoire de sexe entre deux jeunes gens qui prend à partie le spectateur voyeur en quelque sorte. Ce qu'il faut voir là aussi, c'est que ce tableau était commandé par Somariva, qui était un grand collectionneur et qui est le collectionneur des tableaux de Prudhon, des marbres très purs de Canova. Et ce tableau, chez Somariva, on peut s'imaginer qu'il ait eu un caractère très disruptif, comme le caractère de Vénus, parce que Vénus reprend la pose de la grande odalisque qui avait été présentée quelque temps plus tôt, en 1819, au Salon, et Mars ressemble beaucoup à Léonidas, autre tableau de David. Donc il y a cette dimension à la fois d'émulation étrange, à l'envers, du maître qui veut rester le maître, et critique vis-à-vis de ce qu'il appelle à ce moment-là le tableau bien fini, c'est-à-dire la belle peinture, le tableau bien fait, et il y a une critique et donc d'un tableau qui ne va plus servir un projet politique, social, etc., mais un tableau qui sera décoratif pour des intérieurs, un tableau qui satisfera le goût, je cite une lettre de Gros des amateurs de la chaussée d'Antin. Voilà. Et donc David termine par ce tableau qui lui permet de rester le maître malgré tout, même si ce tableau aujourd'hui pour nous est étrange, mais avec un renouvellement chromatique qui est très frappant lorsqu'on visite l'exposition et que tout à coup on arrive dans cette dernière salle, on est inondé de couleurs. Donc vous pouvez continuer l'exposition donc dans la salle d'Aru, avec ce faux miroir face au sacre, qui donne une idée. C'est une allusion au dispositif créé par David 3 fois pour les Sabines, pour le Sacre et pour son dernier tableau où il avait loué un appartement à Paris pour présenter son tableau. Il y a aussi une application qui est sur le web, que vous pouvez écouter. Et puis, le catalogue qui est en vente soit à l'exposition, soit à la librairie de la RMN, dont le graphisme a été lui aussi fait par Philippe Appelois. Et puis il y a aussi un petit carnet de l'exposition et tout un accompagnement aussi ici à l'auditorium. Nous avons eu un très beau spectacle de Benjamin Lazare, de la musique et des conférences auxquelles vous pouvez bien sûr assister. Voilà. Merci. Merci.